Nous sommes le 13 juin aujourd'hui. Merci de regarder le journal de RTI1. Voici les titres de ce 20h. À Berlin, où il s'est rendu pour la conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique, le président ivoirien s'est entretenu avec son homologue guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. Le président Ouattara ont parlé notamment de questions liées à l'intégration sous-régionale. San Pedro, coupé du reste du monde, les pluies diluviennes ont eu raison de la ville. Les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes ivoiriennes ont cédé sous le poids de l'eau ou ne sont plus praticables. 100 conteneurs de bois ont été saisis par le ministère des Eaux et Forêts. 2 entreprises internationales s'apprêtaient à exporter ces bois de façon illégale vers l'étranger. Ces conteneurs sont estimés à plus de 150 millions de francs CFA. La Chine rend hommage à l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé subitement la semaine dernière en territoire chinois lors d'un entraînement avec son club. Un service funèbre a été organisé en sa mémoire aujourd'hui à Pékin. Vous êtes les bienvenus sur RTI1. Nous commençons tout de suite par l'Allemagne, où le président Alassane Ouattara a pris part hier soir la table ronde des chefs d'État et de gouvernement. Table ronde organisée à la chancellerie fédérale à Berlin sur les investissements privés dans les infrastructures en Afrique. Une autre articulation de l'initiative Compact with Africa pour un partenariat constructif entre l'Afrique et le G20. Le G20 qui veut justement contribuer à l'amélioration des infrastructures de base et mettre l'accent sur la concrétisation des projets pays par pays. Et sur place à Berlin, le président Alassane Ouattara s'est entretenu avec son homologue guinéen Alpha Condé, président en exercice de l'Union africaine. La rencontre a eu lieu ce mardi en marge de la conférence de haut niveau sur le partenariat G20 Afrique. Les 2 chefs d'État ont évoqué les sujets d'intérêt commun, notamment les questions liées à l'intégration sous-régionale. L'Allemagne et la Côte d'Ivoire renforcent leur coopération sur place à Berlin. L'État ivoirien et le groupe allemand Siemens ont signé un mémorandum d'entente en marge de cette conférence du G20. On en sait plus avec notre envoyé spécial en Allemagne, à Ouattouri. Le groupe allemand Siemens, spécialisé dans les hautes technologies, est présent dans les secteurs de l'industrie, de l'énergie et de la santé, veut renforcer sa présence en Côte d'Ivoire. Volonté formalisée par la signature en présence du président de la République Alassane Ouattara d'un mémorandum d'entente pour le développement des infrastructures en Côte d'Ivoire. Cette collaboration devrait permettre d'avoir une meilleure visibilité sur la mise en œuvre concrète du plan cadre de développement. Nous allons faire une nouvelle société Siemens Côte d'Ivoire qui va ouvrir au 1er octobre. Nous avons investi dans cette société. En deuxième lieu, nous avons discuté ensemble avec son Excellence le Président la manière de comment former des jeunes talents ivoiriens et comment aller dans une approche d'éducation en alternance. Et ici à Berlin, nous avons un grand centre international de formation. C'est de voir comment nous pouvons reprendre des étudiants ivoiriens ici à Berlin et pourquoi pas demain, si cela s'avère opportun et souhaitable, de faire un centre de formation pour l'Afrique de l'Ouest, pour la sous-région à partir de Côte d'Ivoire-Abidjan. Le groupe Siemens est appelé à jouer un rôle de premier plan dans la mise en œuvre des initiatives allemandes dans le cadre du partenariat G20 Afrique. Ici, en Côte d'Ivoire, on est en pleine saison pluvieuse. San Pedro fait les frais justement de ces pluies diluviennes. Plus de voies d'accès terrestre. Les ponts reliant la deuxième ville portuaire aux autres villes ivoiriennes ont cédé sous le poids de l'eau. On ne sait plus ou ne sont plus du tout praticables. Faisons le constat de Sam Conan avec Adama Koné. Les dernières pluies viennent d'isoler San Pedro du reste du pays. Toutes les voies terrestres d'accès sont coupées. Ici, sur l'axe San Pedro-Sassandra, à 10 km de la ville, l'eau a envahi le pont Brimé, la chaussée, les plantations et les 2 villages environnants. L'eau a entouré les 2 villages, les habitants ne peuvent pas se déplacer. Le pont il n'est pas cassé, mais il est complètement dans l'eau. Circulation interdite pour les automobilistes en partance ou en provenance des Grands Bérébi. Le pont au niveau du corridor a cédé. Les piétons
aidés par les pompiers civils, arrivent à se frayer un passage. Pour le moment, sur l'axe San Pedro-Subre, la chaussée s'est effondrée à 4 km de la ville balnéaire. Les véhicules sont obligés de stationner au grand désarroi des usagers. Situation chaotique. Là, je pars en mission, je ne peux pas faire autrement. Je suis venue tomber sur ça. Donc, impuissante face à ce qui nous arrive. Voilà. On est bloqué ici depuis 8 heures. La voie est vraiment très restreinte. C'est cassé de part et d'autre du goudron. Et vraiment, on ne sait vraiment pas comment il faut faire pour se rendre à Abidjan. Le préfet des régions, préfet du département de San Pedro, s'est rendu sur les lieux pour constater les dégâts. Nous appelons vraiment toutes les autorités compétentes à apporter assistance à nos populations pour vraiment qu'une solution urgente soit trouvée. Dans la ville même de San Pedro, des inondations sont constatées, comme c'est le cas devant cette maternité et le centre hospitalier régional, du fait des constructions anarchiques. Voilà, et la Sodexam informe les populations d'Abidjan que de fortes pluies sont annoncées cette semaine. Alors les populations sont invitées à être très prudentes, mais surtout à quitter les zones à risque. Ce 13 juin est une journée consacrée aux personnes atteintes d'albinisme. C'est la journée mondiale aujourd'hui. La Côte d'Ivoire compte environ 3000 albinos. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos accentue la lutte contre les stigmatisations, les stéréotypes. La Fédération demande une meilleure prise en charge des albinos et plaide surtout pour un autre regard sur les personnes. Astou Touré. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire, FAO-BACI, a célébré la journée mondiale de sensibilisation à l'albinisme. L'objectif de cette cérémonie est de lutter contre les stigmatisations, les stéréotypes, aussi briser les barrières qui entravent la jouissance de leurs droits ainsi que leur participation et leur intégration dans le tissu social. Nous attendons de l'État de nous aider à avoir des prises en charge ophtalmologiques et dermatologiques. Nous souhaitons à ce que l'État aussi prenne la question même de l'albinisme dans les différents programmes nationaux de développement. L'albinisme est une condition génétique rare, non transmissible mais héréditaire. Il se manifeste par une absence de pigmentation à la mélanine au niveau des cheveux, de la peau et des yeux. En raison de la recrudescence des agressions commises à leur encontre, Amnesty International mène des actions de sensibilisation aux côtés de la FAO-BACI. Au niveau des tests, il y a la dernière constitution ivoirienne qui les encourage, qui les appuie, et il y a, qui s'appuie aussi sur la résolution de l'ONU. Donc du coup, aujourd'hui, il y a un cadre juridique qui est bien vraiment, et puis il y a une volonté qui existe. Nous ne faisons qu'accompagner cela. Ensemble, nous allons sensibiliser la population ivoirienne sur certains préjugés que les gens ont pour que cela puisse changer. Les personnes atteintes d'albinisme, la Côte d'Ivoire en compte environ 30 000. Selon l'OMS, la prévalence varie entre un cas sur 15 000 en Afrique subsaharienne et une personne sur 20 000 souffre d'albinisme en Europe et en Amérique du Nord. La Fédération des associations et organisations pour le bien-être des personnes albinos de Côte d'Ivoire existe depuis 2011. Il regroupe 7 associations et organisations. Voilà, non donc à la stigmatisation des personnes souffrant atteintes d'albinisme. Le PNUD et le Japon apportent leur appui à la Côte d'Ivoire pour une meilleure surveillance sanitaire à la frontière contre la maladie à virus Ebola. Des dons en matériel d'une valeur de 100 millions de francs CFA ont été faits pour la mise en route de ce programme de surveillance, comme nous l'explique Franck Quadio. Ebola. Une maladie à virus déclarée pour la première fois en Afrique de l'Ouest en 2014, l'espace francophone ouest-africain a enregistré plus de 2500 décès selon les Nations Unies. Plusieurs pays touchés et la Côte d'Ivoire menacée au plus près. Le danger, pour le moment vaincu, a surgi courant en février 2017 en Guinée-Conakry, une épidémie de rougeole, elle aussi constituant une menace pour la Côte d'Ivoire. Depuis le 10 février 2017, il s'est déclaré une épidémie en Guinée. Et nous avons été vigilants, nous avons depuis ce moment jusqu'à présent
nous allons continuer à contrôler l'état vaccinal des enfants qui rentrent en Côte d'Ivoire. L'épidémie, fort heureusement, est en train de s'éteindre en Guinée. Des maladies épidémiques aux frontières, souvent transportées par le faible niveau de vie et la porosité des frontières. Le Japon, par l'intermédiaire des Nations Unies, a décidé de contribuer au renforcement de la surveillance sanitaire aux frontières suite à la maladie à virus Ebola. Un projet de plus de 2 milliards de francs CFA en termes de formation et de fourniture en matériel pour la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone, le Libéria et la Guinée. Pour que l'épidémie Ebola ne se propageait pas, on a mis l'accent sur notre coopération à la Côte d'Ivoire. Vous savez, toute cette zone-là est une zone qui est extrêmement difficile d'accès, où il y a des contraintes et des difficultés. Le projet de 2 ans va permettre à chaque pays concerné de voir ses capacités de surveillance sanitaire renforcées. C'est le sens de ce don en matériel à la Côte d'Ivoire. 270 millions de francs CFA pour des fourrages, du matériel de transmission et des aides au développement communautaire. Un don en matériel du programme des Nations Unies pour le développement afin de contribuer auprès de la Côte d'Ivoire aux efforts de prévention des maladies à potentiel épidémique. La Société arabe des industries pharmaceutiques tunisienne va construire sa première usine pharmaceutique en Côte d'Ivoire. L'objectif, c'est de produire localement divers médicaments pharmaceutiques sur le marché ivoirien. Un partenariat a été scellé par une signature suivie de la pose de la première pierre de cette usine. Le témoignage de Chantal et Ouma Kanda. Cette maquette préfigure la future usine pharmaceutique du groupe tunisien, Société arabe des industries pharmaceutiques, SAIPH. Ce sont 3 hectares de terrain sur le site du Vitib à la zone franche de Grand Bassam qui serviront bientôt à la construction de cette firme. Coût global, 10 milliards de francs CFA. Fruit d'un partenariat ivoiro-tunisien marqué par une signature d'agrément suivi de la pose de la première pierre. Nous bâtissons en fait une ville à partir de zéro. C'est-à-dire un endroit où l'on travaille, où l'on vit et où l'on s'amuse. C'est un écosystème vraiment assez complet et c'est cet écosystème que nous avons vendu, c'est notre outil marketing par excellence vers des entreprises comme Safe que nous célébrons aujourd'hui. La Côte d'Ivoire a été choisie pour abriter cette unité pharmaceutique grâce à son rayonnement reconnu et à sa position comme l'un des plus grands hubs de l'Afrique subsaharienne. La première chose que cherche un investisseur, c'est l'environnement pour développer une industrie pérenne. Et cet environnement, à travers différents échanges et à travers différentes consultations, on l'a trouvé à la Vitib. Cette initiative est jugée louable par l'Ordre des pharmaciens. Et cette structure a la particularité d'abord en termes d'investissement, d'être un investissement important, parce qu'on parle de 10 milliards, ça traduit une industrie de haut niveau, mais surtout, dans la panoplie de médicaments qui seront fabriqués, je tiens à souligner que c'est vraiment la première structure qui a une ligne de fabrication de médicaments injectables, et ça c'est important. La fin des travaux de construction de cette usine est envisagée pour fin 2018. Cette société favorisera la création de plus de 150 emplois pour les Ivoiriens. L'activité principale est la fabrication de divers médicaments, dont les produits cardiovasculaires, de diabète, des antidouleurs, des antibiotiques et autres. Avatar, agence de valorisation de technologie en Afrique, vient de distinguer plusieurs acteurs du secteur. L'initiative vise à accompagner les jeunes porteurs de projets et qui sont en manque de financement. Il s'agit de redynamiser l'innovation technologique. Godefroy Okambawa, Francis Boifo pour les explications. Une lampe allumée à partir d'une application téléphonique, un robot connecté ou encore le robot pileur. Des démonstrations de solutions technologiques innovantes par des startups. On a eu à faire les tests ici, on a réussi à allumer notre lampe à partir de notre application, notre téléphone à distance. C'est ce qu'on a grâce à un module Bluetooth. On a besoin de soutien par rapport aux différents composants, puisque c'est pas facile d'avoir ça sous la baie. Parce que ça c'est juste un aperçu et puis on peut vraiment aller un peu plus au-delà. Changer les conditions de vie des populations à travers les technologies. C'est l'objectif de cette initiative dénommée les Avatars, une plateforme dédiée à la promotion
et à la distinction des meilleurs innovateurs et acteurs de développement technologique en Afrique. Il y a la distinction dans le domaine culturel, la distinction dans le domaine de la musique et dans d'autres domaines. Dans notre domaine de technologie, il n'y a pas de distinction. On a voulu primer tous nos pionniers, tous nos meilleurs acteurs de la technologie, que ce soit en Côte d'Ivoire ici comme en Afrique. Et aussi donner une plateforme à toute notre jeunesse, à toutes nos startups pour pouvoir démontrer de quoi ils sont capables. Adapter les innovations technologiques aux réalités africaines, un concept soutenu par le gouvernement. Une initiative qui est très importante et une importance capitale pour la Côte d'Ivoire, car c'est pour la promotion et pour promouvoir les entrepreneurs et les innovations dans le domaine du TIC. L'État et le privé doivent travailler en complémentarité. Et ce que l'agent vient de poser là, c'est un acte par exemple que le privé pose pour promouvoir en plus de ce que l'État fait déjà. La soirée Avatar est à sa 3e édition. Elle permet de présenter les valeurs africaines en matière de technologie et accompagne le développement de l'Afrique. Le ministre des Transports, Amadou Koné, est en Afrique du Sud, à Johannesburg, pour s'imprégner du modèle sud-africain des transports terrestres, aériens et maritimes. Il a visité le centre Sanral, l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes, à Mississauga, envoyé spécial. Afrique du Sud, Johannesburg, province de Gauteng, l'Agence nationale sud-africaine de gestion des routes. Ici travaillent au quotidien près des milliers de personnes. Elle s'attelle à la gestion des trafics et à la sécurisation des usagers. Ce centre considéré comme une référence en la matière a reçu le ministre des Transports, Amadou Koné. Une visite pour s'imprégner de son modèle en vue d'un meilleur développement du secteur routier en Côte d'Ivoire. C'est la première étape de son séjour sud-africain destiné au renforcement de la coopération dans le secteur des transports terrestres, aériens et maritimes. Ils ont développé beaucoup d'applications pour réagir donc assez rapidement sur la qualité des routes, sur les incidents sur les routes, sur la sécurité, la formation donc, du personnel, ainsi de suite, pour baisser donc, le nombre d'accidents de la route. Je peux vous dire que leur secret des réussites sur les routes, c'est juste avoir des informations appropriées, arranger les routes avant que ça puisse se détériorer, prendre des décisions formelles et une bonne décision. Sinon, ça coûte plus cher si les routes se détériorisent avant que vous ne puissiez arranger. Ont été abordés au cours des échanges ici la prévention et l'anticipation dans l'entretien des routes, l'utilisation des technologies dans la gestion des circulations et des routes à péage, la sécurité routière et autres. La visite de travail du ministre des Transports Amadou Koné en Afrique du Sud va durer 4 jours. Prochaines étapes, la rencontre avec les responsables de la compagnie South African Airways et les autorités en charge des transports aériens et maritimes. Une question dans ce 20h, comment mettre fin définitivement aux litiges liés au foncier dans les zones rurales comme urbaines? La question préoccupe justement des juristes. Une formation sur la loi portant le foncier est donc organisée au profit des avocats pour leur permettre de mieux maîtriser cette approche. Mamadou Kouassi pour les explications. Chaque jour, le monde judiciaire enregistre des dizaines de dossiers conflictuels. Des conflits qui aboutissent pour la plupart du temps à des jugements et à des condamnations. Pourtant, pour régler ces conflits, des voies de recours existent, dont la médiation. Les juges ivoiriens n'auront plus à juger uniquement. Ils auront désormais la tâche de jouer les médiateurs dans les conflits opposant des personnes physiques ou morales pour aboutir à des règlements amiables. Il s'agit ici de trouver un mécanisme non judiciaire pour le règlement de conflits. Une rencontre est organisée en vue de donner aux magistrats les règles de la médiation et aussi les modes alternatifs de règlement de conflits. Cette rencontre, qui a vu la participation de l'ensemble des acteurs du système judiciaire ivoirien, s'inscrit dans la nouvelle vision que le gouvernement veut donner à la justice ivoirienne. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, accompagné du président de la Cour suprême et des autres responsables des institutions judiciaires ivoiriennes, plaide pour l'usage de la médiation dans le règlement des conflits. La médiation est au terme de la loi. Un mode alternatif de règlement des litiges par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution de leurs différends avec l'aide d'un tiers, le médiateur, choisi par elle ou désigné
avec leur accord par le juge saisi du litige. Cette initiative est soutenue par la structure américaine Pro-Justice, qui s'est engagée aux côtés du gouvernement pour la modernisation du système judiciaire ivoirien. Ce sont 200 participants issus des différentes juridictions qui prennent part à cette session de formation sur le règlement des conflits par la médiation. Une session de formation assurée par des formateurs étrangers en collaboration avec le groupement ivoirien des magistrats pour la médiation. La première table ronde de l'initiative Cacao et Forêt s'est ouverte ce matin à Abidjan. La lutte contre la déforestation est ainsi lancée. L'objectif est clairement affiché, mettre fin à la déforestation et à la dégradation des forêts dans la chaîne d'approvisionnement du cacao. Ce cadre sera approuvé par les acteurs des secteurs publics et privés, les producteurs et la société civile. La Côte d'Ivoire et le Ghana, deux grands producteurs de cacao dans le monde, vont partager leurs expériences à d'autres pays. 100 conteneurs de bois ont été saisis par le ministère des Eaux et Forêts. 2 entreprises internationales s'apprêtaient justement à exporter ces bois de façon illégale vers l'étranger. Ces conteneurs sont estimés à plus de 150 millions de francs CFA. Le témoignage de Frédéric Olaï et Abou Sanogo. Une centaine de conteneurs chargés de bois de teck et de mélina en grumes, en plot et en écarie saisis par les services d'investigation du ministère des Eaux et Forêts. Cette importante quantité de bois était destinée à l'exportation. Je suis venu pour encourager ces agents-là, mais en même temps lancer un message, mettre en garde tous les exploitants forestiers qui font des mains et des pieds pour obtenir des agréments, qui prennent des engagements pour respecter la loi et qui, lorsqu'ils obtiennent ces agréments, dévoient, ne respectent plus rien et continuent à piller notre patrimoine forestier. Ces bois étaient donc sur le point d'être exportés sans la réglementation en vigueur. Le préjudice financier est estimé à plus de 150 millions de francs CFA. Nous venons de constater donc cette importante saisie. Donc il faut que l'enquête soit minutieusement menée pour mettre hors d'état de nuire ces fossoyeurs de l'économie ivoirienne. En attendant le résultat des enquêtes en cours pour situer les responsabilités directes et indirectes de cette affaire, les auteurs et tous les complices s'exposent à des sanctions pénales de peine prévues par le Code forestier et le Code général des douanes. Nous partons maintenant pour le parc national de Bonko, où le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable organise la quinzaine de l'environnement. Il s'agit donc de sensibiliser la population pour une prise de conscience individuelle en vue d'apporter une contribution à la protection de l'environnement. Chris Diemondé et Franco Adio. Le parc national du Banco. Poumon vert et réservoir hydraulique de la ville d'Abidjan visité par des acteurs de la protection de l'environnement. Dans ce groupe, des experts, des représentants d'ONG, des étudiants, mais aussi des enfants. Les chefs, notre rôle, c'est de faire en sorte qu'il y ait la forêt pour que nos enfants puissent vivre demain décemment. Il y a lieu de féliciter ce qui se fait aujourd'hui dans la gestion des forêts, dans la protection de l'environnement, de nos mers, de nos océans, des salubrités. Il faut renforcer ces actions. Une activité récréative et didactique. Nous sommes dans le contexte de la quinzaine nationale de l'environnement initiée par le ministère de la Salubrité, de l'Environnement et du Développement durable. Sous la verdure, des stands de partenaires et des visiteurs. À la réalité, cette journée paraît comme un pèlerinage dans la forêt du Banco et elle constitue pour chaque participant un exercice pour une prise de conscience pour la préservation de la nature. Nous sommes très heureux de découvrir cet espace naturel et d'apprendre un peu plus sur la nature. L'intérêt pour nous, c'est d'inciter la population à la préservation de l'environnement. Parce que c'est démontré que l'une des plus grandes causes de pollution est due au transport. La quinzaine nationale de l'environnement, dont le thème est construire une Côte d'Ivoire émergente avec la nature, regroupe 3 grandes journées. Les journées mondiales de l'océan, de l'environnement et de la lutte contre la désertification. Ces 3 journées mondiales couplées à l'opération Grand Ménage visent, selon la tutelle, à attirer l'attention de tout citoyen sur sa responsabilité à protéger son capital naturel contre toutes les formes de dégradation et d'agression, et cela
en vue d'établir entre la nature et l'homme des relations durables. Et loin de la forêt du Banco, dans les salles de classe, les épreuves écrites du BEPC ont démarré hier sur l'ensemble du territoire. Ils sont 377 725 candidats à l'assaut du brevet d'études du premier cycle. Les compositions pour le BEPC prennent fin ce vendredi 16 juin. Les populations de Drikwefla, village de la sous-préfecture de Zienoula, peuvent pousser un ouf de soulagement. Leurs enfants pourront désormais étudier dans de bonnes conditions. Les apatames qui leur servaient de salle de classe et d'école primaire publique viennent de faire place à un bâtiment flambant neuf de 3 classes d'une valeur de 26 millions de francs CFA. Abou Sanogo. Drikwefla 2, village d'environ 2000 âmes, situé à 2 km de la sous-préfecture de Zienoula. Ces paillotes et apatams servant d'école primaire publique ne seront qu'un mauvais souvenir pour les enfants et le personnel enseignant du village. Leurs cris de détresse, relayés par l'autorité municipale de Zienoula, ont eu un écho favorable auprès d'une entreprise immobilière et de certaines bonnes volontés. Le développement n'a pas de coloration politique partout où nous sommes là, n'est-ce pas, pour porter notre contribution, pour que nos jeunes frères puissent avoir un cadre idéal, un environnement sain pour, n'est-ce pas, apprendre la connaissance, la technicité, l'expertise, pour que demain, l'émergence dont le président de la République fait cas soit de mise. Vraiment, je ne sais pas comment exprimer ma joie. Sinon, c'est le remerciement total à l'équipe de la mairie et la société qui vient de nous ouvrir telle classe. Quand on passe dans tous les endroits qu'on ne peut pas en trouver. Bâtiment de 3 classes, flambant neuf. Un bureau administratif. Coût de réalisation 26 millions de francs CFA. Une cérémonie de remise des clés. Occasion pour le maire Yao Clément de traduire toute sa gratitude aux généreux donateurs. L'EPP Drikwefla 2 est ouverte depuis 2013 et l'école compte 143 élèves. Elle a présenté cette année sa première promotion de 16 élèves à l'examen du CEPE. En attendant que le nouveau bâtiment soit pourvu en table, bancs et les enseignants en matériel didactique, les heureux bénéficiaires manifestent leur joie. Une manière pour eux d'exprimer leur infinie reconnaissance au colonel Kakoubrou, fils de la région, et Kofi Kakou pour la réalisation de ce projet. Enfin, notre dernière escale de ce JT en Chine qui a rendu hommage à l'international ivoirien Cheikh Tioté, décédé subitement la semaine dernière lors d'un entraînement avec son club sur le territoire chinois. La mémoire du milieu ivoirien a été honorée lors d'un service funèbre organisé à Pékin. Tioté, vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en 2015 avec la Côte d'Ivoire, âgé de 30 ans, je rappelle, est décédé le 5 juin dernier. Mamadou Kouassi. Ils étaient tous là, amis, compatriotes, supporters de Béguine BG, membres de la Fédération ivoirienne de football, diplomates et surtout coéquipiers. Tous voulaient rendre un hommage à Cheikh Ismaël Tioté, le porteur du dossard 24 de l'équipe chinoise de Béguine BG. Les Chinois expriment ainsi leur reconnaissance à leurs joueurs pour service rendu au club. Et quand la dépouille de l'international ivoirien arrive dans le funérarium de Pékin, c'est l'émotion. Son ami et ancien coéquipier de Newcastle, Papis Cissé, international sénégalais présent à cette cérémonie, a tenu à rendre hommage à celui avec qui il a passé 7 ans dans le club anglais. J'ai vécu des moments extraordinaires avec ce monsieur. Et aujourd'hui, il est parti. Aujourd'hui, il est parti. Il nous a laissé dans ce bas monde. Ce monde qui est très dur. J'espère que là où il est, il sera mieux. De ma part, il restera toujours ici, moi dans mon cœur. Parce que c'est un monsieur que je respecte beaucoup. Mais je demande à tout le monde de prier pour ce monsieur. Parce que c'était un vrai croyant. Quelqu'un qui ne ratait pas les prières. Il était toujours là à prier. Il croyait en cela là. Les supporters de Béguine BG et les amis de Cheikh Ismaël Tioté en Chine se souviennent encore des actions de ce joueur parti trop tôt. Il m'a toujours encouragé dans ma vie et avant mes examens. Mais il n'a pas pu le faire avant mon bac. Je crois qu'il veille sur moi depuis le paradis.
Je suis fan du football chinois. Je suis fan de Beijing, BG. J'ai de la peine pour lui. Il n'a pas passé beaucoup de temps à Pékin. Il s'est sacrifié pour le football. 4 mois après son arrivée en Chine, Cheikh Ismaël Tchouti est décédé le lundi 5 juin dernier lors d'un entraînement, des suites d'une crise cardiaque. La dépouille de l'ex-international ivoirien arrive à Abidjan ce jeudi 15 juin 2017 à 13h50, selon un communiqué de la Fédération ivoirienne de football. Voilà, la Chine, la Côte d'Ivoire et le monde te pleurent. Cheikh Tchouti. Fin de ce 20h. Merci à vous tous de votre aimable attention.